Welcome to the Private Equity Exchange, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet. Before the events, using our internet platform, schedule one-on-one meetings with delegates that matter most to you, and exchange far more than business cards at your deal meetings at the Private Equity Exchange. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. You are looking at LBO for management teams. Introducing Bonjour à tous. Donc moi, ce qu'on me demande, c'est de livrer un petit peu mes sentiments sur une opération de LBO qui s'est faite en 2004 avec le concours majoritaire de PAI, du fonds Sagard et puis de la famille Descours qui est restée dans le capital de notre opération. Je dois vous préciser, avant de rentrer dans le processus du LBO lui-même, en gros, le profil de la société dont on parle. Quand je suis arrivé en 2000 dans cette société, qui s'appelait à l'époque le groupe André, c'est une affaire centenaire, diversifiée dans 2 métiers, la chaussure et le vêtement, et avec une matrice de réseau assez particulière, puisqu'elle couvre aussi bien la périphérie, où on vend là des produits de commodity à des prix extrêmement accessibles, et avec des coûts très contrôlés, mais aussi des affaires de centre-ville, où s'exprime plus la valeur ajoutée et les tendances de la mode. Alors, société centenaire, disais-je, c'est très important parce qu'il est assez rare que les sociétés centenaires ne recèlent pas à la fois du savoir-faire et des richesses qui, souvent avec le temps, finissent par se déliter un peu au travers de l'usure des hommes et parfois des formats. Alors en 2000, j'arrive dans cette société, le capital de l'entreprise est à l'époque un peu bouleversé par l'arrivée d'investisseurs anglo-saxons. Et donc, autour de la table, nous avons des gens qui, pour les uns, essaient de défendre un peu leur passé, et pour les autres, essaient de bousculer la société pour faire en sorte que son retour sur investissement s'améliore. Donc la première étape, qui est de 2000 à 2003, doit être considérée comme une étape de turnaround, puisque nous sommes passés d'une perte d'environ 200 millions de francs à l'époque à un résultat de pratiquement l'équivalent en 2003. C'est un travail qui s'est fait sur des bases assez simples, ressources emploi, c'est-à-dire qu'on a dégagé des ressources internes en optimisant les process des différentes sociétés, principalement à l'achat dans le domaine logistique. L'ensemble du management a été renouvelé très largement, et en même temps, nous avons réinvesti une partie des gains que nous avons trouvés par l'amélioration des process pour relancer les différents formats, moderniser les équipements et faire un très gros travail sur l'offre elle-même. En 2003, les actionnaires dont je parle décident de mettre la société en vente, et PAI, que j'accompagne à ce moment-là, fait une offre de reprise et nous retirons la société de la cote. Donc on entre dans ce LBO je dirais, très enthousiaste, avec quand même quelques principes que j'aimerais ici rappeler et qui, pour moi, sont fondateurs du succès que, je crois, nous avons rencontré. Alors, la première étape a consisté surtout à partager beaucoup avec les actionnaires financiers sur le modèle de l'entreprise. Je crois que c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de quiproquo entre les gens qui investissent et ceux qui vont conduire ensuite la société sur la vocation, sur les modèles, sur le mode de fonctionnement de l'entreprise et bien entendu sur les upsides qu'on va pouvoir dégager au cours de la période de LBO. Ça, c'est essentiel pour moi. La deuxième chose, c'est une approche de la valeur qui, bien entendu, prend en compte les résultats constatés au moment de l'arrivée, mais également intègre les possibilités de croissance identifiées ou identifiables dans la société. Et puis la troisième partie, c'est évidemment le deal conclu entre les actionnaires financiers et le management, qui consiste essentiellement
à valoriser la valeur ajoutée des deux parties. Les investisseurs mettant de l'equity et finançant le reste par de la dette. Il faut saluer ici et souligner l'importance des banques dans le processus LBO. Et les managers mettant aussi de l'equity, en fonction évidemment de leurs propres moyens, et bénéficiant d'un effet de valorisation de cette equity au travers d'instruments financiers un peu spécifiques pour qu'ils puissent bénéficier progressivement de la qualité de leur travail en fonction d'un taux de rentabilité interne qui est préalablement défini. Donc l'entrée me paraît essentielle, la compréhension de la société, des modèles, et puis le mode de partage de la valeur ajoutée me paraît essentiel dès le début, de telle sorte qu'ensuite on n'ait plus à y revenir. Alors les étapes qui suivent, pour moi, consistent d'abord à réaliser le plan qui avait été initialement prévu. Je pense que c'est une condition fondamentale pour que les relations entre les différentes parties soient sereines. Et je dirais la première année est fondatrice de la suite, puisqu'évidemment, si il y a une forme de tension sur les résultats générés au cours de la première année, ça peut amener les investisseurs financiers à s'inquiéter sur leur choix initial et éventuellement à tendre un peu la relation avec les équipes de management. En ce qui nous concerne, ça n'a pas été le cas, fort heureusement. Et donc, pour que cette première année remplisse les conditions que je viens d'évoquer, il est essentiel, à mon avis, de sécuriser le cash flow et notamment le free cash flow de la société pour que la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette, qui est quand même un des modèles particuliers du LBO, mais en même temps à préserver sa capacité de croissance, soit bien au rendez-vous. Donc la première année, c'est une année de sécurisation du partenariat, et de telle sorte que les années suivantes peuvent, en toute logique, se consacrer vraiment à l'élaboration du plan, et notamment du plan de croissance organique, puisque nous sommes dans des métiers de distribution où le taux raisonnable et acceptable de croissance organique est aux environs de 10% par an. C'est de la croissance qu'on peut qualifier de relais de croissance, puisque la distribution est un métier dans lequel on peut très bien, et d'ailleurs on le constate, s'imaginer que par cycle de 3 ou 4 années, une entreprise peut avoir un petit coup de chaud sur sa croissance à périmètre comparable, tout simplement parce que c'est un marché extrêmement compétitif, qui est souvent déflationniste et qu'il n'est pas toujours aisé de compenser tout ça par des augmentations de volume. Et donc, la croissance organique à hauteur de 10% permet de sécuriser le résultat par l'amortissement des coûts fixes et d'oxygéner un peu le dispositif sans pression pour qu'après avoir ralenti un peu, l'une des sociétés, nous avons une quinzaine de sociétés dans le groupe, cette société ait le temps de se remettre en état, de reconfigurer son modèle et de retrouver à nouveau une contribution au résultat de l'ensemble. Donc, une première étape de sécurisation de la génération de cash flow, une deuxième étape qui est vraiment le développement du plan marchand et du plan de croissance de la société. Je crois qu'il est absolument important de dire que dans le cadre du LBO, je l'ai constaté moi-même, la société perd son caractère politique. Il y a trop de politique dans les entreprises, c'est-à-dire parfois des joutes un peu inutiles de pouvoir ou d'influence entre les hommes et les femmes d'une société. Le LBO a un immense mérite, c'est qu'il fédère tout le monde sur une direction assez simple, faire en sorte que la société se développe, s'améliore sur ses bases, parce que ça ne doit pas se faire au détriment de sa compétitivité, de sa pérennité, et en même temps un partage bien compris d'une plus-value qui se réalise ensuite, après que chacun d'entre eux, d'ailleurs, est investi dans l'entreprise elle-même. Donc ça me paraît important de dire que les équipes de management, quand le LBO fonctionne bien, moi je n'ai pas eu l'occasion de le voir quand il fonctionne moins bien, mais ça peut toujours arriver, et j'ai l'impression que c'est surtout quand ça fonctionne moins bien qu'il faut que la solidarité s'exprime. Les équipes de management se trouvent extrêmement associées dans le pilotage de l'entreprise. La troisième chose, c'est que je pense que le type d'information délivrée aux investisseurs est absolument essentiel. Il faut que l'information sur l'entreprise soit absolument exhaustive, qu'elle tombe à cycle prévu, qu'elle démontre que l'investisseur, à tout moment, a une connaissance absolue des résultats qui sont délivrés au plan
quantitatif et qualitatif. Nous, on a un mode de fonctionnement avec mes actionnaires actuels. Je pense principalement à PAI, puisque ils sont majoritaires dans le deal. C'est qu'ils ont une information de nos chiffres d'affaires toutes les semaines, société par société. Ils ont le 3 ou 4 du mois un premier flash des résultats opérationnels du mois précédent. Et ils ont une confirmation intégrale, et je dirais presque poussée, non pas presque, mais poussée jusqu'au bilan du résultat de nos sociétés le 20 du mois suivant. Entre-temps, on se parle. C'est-à-dire que c'est un mode d'organisation fluide. Nous n'avons pas besoin d'organiser des réunions à n'en plus finir avec des gens qui, pour chacun d'entre eux, attendent en général d'avoir la parole pour ne parler que des sujets qui les intéressent. La fluidité est totale. Il y a un conseil d'administration par trimestre, évidemment, qui est tout à fait dans la ligne du corporate governance des sociétés publiques. Nous avons un accord très précis sur les décisions qui nous incombent, en particulier en matière d'investissement. Si les investissements devaient ou doivent dépasser ce qui est prévu dans les budgets, soit pour des raisons d'acquisition, soit parce que la croissance organique est supérieure à celle qu'on avait prévue, ça fait l'objet évidemment d'un échange préalable avec eux, de telle sorte que les choses soient bien claires. Nous avons une réunion par mois, eux et moi, sur des sujets qui ne font pas l'objet d'ailleurs d'un ordre du jour, de telle sorte qu'on échange sur des choses souvent qualitatives, voire conjoncturelles. Et ils rencontrent mes responsables financiers et contrôleurs de gestion une fois par mois, sans ma présence, parce que j'estime que je ne suis pas indispensable à ce meeting-là. Considérant que c'est également une preuve de confiance qui nous est faite, de dire que les gens qui sont chargés de suivre les comptes, de les produire et de les commenter, n'ont pas nécessairement besoin du président de la société pour s'exprimer. Ils peuvent le faire tout seuls, et je suis convaincu que ce qu'ils disent reflète tout à fait ce qu'ils pensent. En dehors de ça, nous avons un comité des rémunérations, évidemment, qui statue sur la rémunération des 25 ou 30 personnes dans le groupe dont le niveau annuel est supérieur à un montant que nous avons prévu ensemble. Et puis il y a un comité stratégique qui se réunit uniquement dans un contexte de nécessité et principalement sur des opérations d'acquisition. Donc vous voyez, c'est des choses assez simples et encore une fois qui sont basées sur une information tout à fait exhaustive de la société et de son évolution. Que vous dire encore? Que mon sentiment, c'est que dans le cadre de Vivarté, le LBO, qui est un métier que moi je ne connaissais pas du tout, et d'ailleurs peu d'entrepreneurs ou peu de dirigeants de sociétés publiques ou cotées n'ont une lecture assez précise de ces méthodes-là, sauf s'ils sont amenés à y entrer eux-mêmes. C'est que le LBO a un mérite quand même considérable, c'est qu'il vous oblige à une concentration beaucoup plus forte sur l'utilisation du cash. Ça, c'est incontestable. C'est dans une société cotée ou une société qui n'a pas ce type de pression liée au montage du LBO lui-même, le cash est souvent considéré comme des munitions disponibles pour faire de la croissance ou pour cautériser un peu des choses qui vont moins bien. Dès que vous êtes dans un système comme celui-là, vous avez une mécanique de convenance, des limites et un plan extrêmement précis sur la gestion des liquidités. Il faut suivre ça à la semaine, au mois. Si vous avez des achats en devises, il faut savoir comment on s'y prend, non pas pour spéculer sur les devises, mais pour anticiper les évolutions de la parité entre ces monnaies-là et l'euro, pour faire en sorte que le prix des produits achetés en devises ne soit pas plus élevé l'année suivante que l'année précédente. On raisonne toujours dans une optique de progression de résultats d'une année sur l'autre. Il y a une conscience aussi beaucoup plus forte dans les investissements. Nous, on a 2500 magasins. On a une CAPEX qui est répartie entre des opérations de maintenance qui sont indispensables dans les magasins, des investissements de remodeling et puis des investissements de croissance. Il est certain qu'on a un œil extrêmement précis sur l'utilisation de notre cash flow par rapport à la CAPEX budgétée, parce que c'est avec ça qu'on peut éventuellement faire du ralentissement ou déporter des investissements si on considère que notre gestion de trésorerie va le nécessiter. Et puis ça enlève les caprices. Moi, je vois dans un groupe où il y a une quinzaine de sociétés,
et qui est un groupe décentralisé complètement sur le plan opérationnel. Nous avons en main, si je puis dire, et ça c'est pas négociable, au niveau de la direction du groupe, un certain nombre d'instruments qui sont les procédures comptables et de reporting, qui sont l'objet d'une business review mensuelle, avec un format qui est imposé à minima à toutes les filiales et qui peut être complété par des éléments spécifiques à chacune d'entre elles. Il y a un cash qui est totalement centralisé. Le cash remonte, il est géré centralement avec une trésorerie globale. On a une direction de ressources humaines qui a beaucoup plus pour objectif d'être en appui des filiales et de nous assurer qu'on est bien dans les cordes sur le plan de la gestion sociale, sur le plan du respect de la législation, etc., mais aussi de suivre, et j'accélère, j'en ai terminé, monsieur, et de s'assurer aussi que le potentiel managérial de l'entreprise est bien suivi et va pouvoir assurer progressivement les besoins. Et puis la gestion des actifs, c'est-à-dire de nos marques et de notre patrimoine immobilier de fonds de commerce. Ça, c'est totalement suivi par le groupe. Donc, pour le reste, si vous voulez, ce que j'observe, c'est qu'à partir du moment où on répartit un cash flow global, les caprices qui préexistaient un petit peu avant, et pourquoi on donne plus de cash à telle société plutôt qu'à telle autre, pour des motifs stratégiques, ces caprices ont disparu très très rapidement. Donc pour conclure, puisqu'on m'y invite, je peux dire que dans une entreprise comme la nôtre, qui est très décentralisée, le LBO a apporté incontestablement une vision de la gestion de son cash beaucoup plus acute, beaucoup plus pertinente que par le passé. Ça n'a pas obéré du tout la capacité de développement de la société, qui a ouvert plus de magasins que jamais. Ces résultats ont progressé. L'équipe de management s'est retrouvée extrêmement fédérée dans ce dossier. Et moi, je considère que dans la configuration initiale de l'entreprise, avec un actionnariat un peu conflictuel, des gens qui, avec le temps, avaient peut-être perdu un peu d'enthousiasme, de vision sur les stratégies, et une très très belle base dans l'entreprise. Tout ça nous a permis de faire un travail de remise à niveau et de relance assez exceptionnel. Donc voilà, c'est toute l'expérience que je peux vous dire. Et actuellement, nous sommes certainement plus près d'un LBO secondaire que de l'entrée du LBO primaire. Et nous espérons pouvoir, nous-mêmes, l'équipe de management, réinvestir très substantiellement dans la suite, tout en répartissant une partie significative de notre plus-value à l'ensemble du personnel pour que tout le monde soit embarqué vers l'avenir. Voilà, merci beaucoup.